Alors, nous abordons aujourd'hui un nouveau thème, celui de l'histoire de l'anarchisme au XIXe siècle et au XXe siècle. Alors pourquoi? Parce que dans la plupart des manuels, on ne consacre que quelques lignes, quelques rares lignes à ce phénomène, et encore le limitons au XIXe siècle. En effet, lorsque le socialisme est inventé au XIXe siècle, en liaison étroite, bien entendu, avec la révolution industrielle et avec la dégradation de la condition d'une nouvelle classe sociale qui est celle des prolétaires, des ouvriers, plusieurs voies vont être envisagées. Il y a la voie socialiste, au sens où on l'entend au XIXe siècle, c'est-à-dire une voie de type révolutionnaire. Mais, progressivement, plusieurs tendances vont apparaître. Une voie qui deviendra plus tard ce que l'on appellera la social-démocratie, et qui, après de nombreux avatars, a donné lieu au régime que nous connaissons dans la plupart des pays d'Europe occidentale, c'est-à-dire un socialisme réformiste qui ne remet pas en cause le capitalisme et qui n'a fait que s'adapter à la suite de lois successives dans le cadre du régime parlementaire au monde environnant. Et à côté de ça, vous avez un système révolutionnaire, lui, qui se met en place pratiquement en Russie à partir de 1917 jusqu'en 1991, qui est le communisme. Il faut savoir aussi que le communisme a connu plusieurs variantes. Il y a plusieurs types de communistes. Il va y avoir les communistes marxistes, il y aura les marxistes-léninistes, que l'on appelle aussi les staliniens, et qui auront comme variante le maoïsme. Il y aura également le communisme trotskiste, pour ne parler que des grandes variantes. Mais ce n'est pas l'objet de ce cours de parler de ces tendances-là. Et puis, à côté de la social-démocratie réformiste et du communisme révolutionnaire, vous avez une troisième voie qui est celle donc de l'anarchisme, que je distingue bien de l'anarchie, parce que l'anarchie n'est pas toujours anarchiste. Vous pouvez avoir des régimes, des situations politiques et sociales qui sont anarchiques et qui ne visent pas l'établissement d'un système politique anarchiste. Donc je tiens à faire la différence entre les deux. D'où vient le mot anarchie? Eh bien, il vient de deux mots grecs. Un mot grec qui signifie commandement, autorité, pourrait-on dire, le mot archi, et puis un autre mot qui est le fameux a privatif en grec qui marque la négation par rapport au commandement. Autrement dit, une société anarchique, c'est une société où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas d'autorité, mais ce n'est pas pour autant une société anarchiste qui, elle, est basée sur un certain nombre de principes, entre autres liés à la solidarité entre ses membres. Autrement dit, on peut être un anarchiste de droite, on peut être un anarchiste de gauche. Il y a plusieurs variétés d'anarchisme. Je dirais même que, par principe, initialement, l'anarchisme est sans doute la famille politique qui comprend le plus, je dirais, de variantes. Inévitablement, puisque par définition, les anarchistes sont antidogmatiques et refusent un modèle fixé une fois pour toutes, à l'inverse, par exemple, des staliniens ou d'autres catégories de communisme ou de libéralisme, ou même de régime démocrate chrétien qui se réfèrent à une vulgate. Alors, l'anarchisme, la théorie anarchiste, se met en place à partir de la fin de la première moitié du XIXe siècle. Donc je dirais en gros à partir de 1840.
Il y a deux personnages dont il convient de retenir le nom. Le premier est un Allemand qui s'appelle Max Stirner. En fait, c'est un surnom parce que Stirn en allemand signifie cerveau. Et c'est parce que c'était un monsieur qui tout simplement avait un très grand front. Alors, on l'appelait donc le cerveau. En fait, il porte un autre nom, peu importe ici, parce qu'il est connu sous le nom de Stirn. Alors cet anarchisme-là, pour moi, c'est un anarchisme pratiquement de droite, dont vont s'éloigner des courants anarchistes qui vont suivre. Il a écrit un ouvrage, donc vers 1840, peut-être 1846, si mes souvenirs sont bons, qui s'intitule « L'unique et sa propriété ». Un ouvrage écrit en allemand. C'est un ouvrage dans lequel cet auteur s'oppose à l'État, très clairement, et cherche à promouvoir l'individu dans la société. L'individu qui est à ses yeux unique et qui ne doit pas se soumettre à des lois fixées par la collectivité. Donc c'est une sorte d'extrémisme qui conduit à l'égoïsme. La société qu'il envisage est une société d'égoïstes, où il n'y a que des atomes qui fonctionnent librement les uns par rapport aux autres, sans qu'il n'y ait de projet véritablement lié à une solidarité sociale. Alors en face de ce Max Stirner, il y a celui qui est, je dirais, le vrai fondateur de la théorie anarchiste. Il s'appelle Pierre-Louis Proudhon. J'écris son nom tableau. Alors il s'agit d'un ouvrier typographe, un imprimeur donc, un ouvrier, qui propose une société basée sur le fédéralisme. Alors pour lui, le fédéralisme est lié également à la disparition de l'État. N'oubliez pas qu'au milieu du XIXe siècle, il y avait encore de nombreux États absolus, autoritaires, et que les autres États étaient, dans le meilleur des cas, des États bourgeois. Donc les États les plus avancés, par exemple la Belgique, ou même la France, à certaines des courtes périodes du XIXe siècle, ce sont des États bourgeois. Ce sont en aucun cas des États ouvriers. Ils sont dominés par une classe dominante, dirigeante, qui s'exprime et qui justifie sa domination par une idéologie particulière. Alors Proudhon, lui, défend le fédéralisme, c'est-à-dire qu'il remplace l'État par une fédération de communes. Autrement dit, pour rapprocher les individus du pouvoir et que tous puissent participer justement à la construction de la société sur le plan politique et social, eh bien il faut que le niveau où le pouvoir prend des décisions soit proche des individus. Et pour lui, c'est la commune. Dans une commune, effectivement, il y a moyen de rassembler tous les individus et de décider collectivement en tenant compte de la vie de tous. Autrement dit, c'est un système où il n'y a pas de représentation, mais où les individus votent directement. Et pour décider, dans notre système à nous, nous sommes dans un système de démocratie parlementaire et de démocratie représentative, par conséquent. Ce qui signifie que lorsque vous allez voter, vous ne votez pas, vous ne discutez pas et vous ne votez pas des lois, vous votez pour désigner des gens qui, eux, vont discuter et voter des lois. Donc c'est une démocratie indirecte. Tandis que dans le système de Proudhon qui se met en place, les gens votent directement pour les lois qui vont être mises en place. C'est un système qui a existé jadis à Athènes, même s'il était très imparfait comme on l'a pu le voir en première année. C'est quand même une société esclavagiste, il ne faut quand même pas l'oublier, mais où les citoyens pouvaient s'exprimer à la Nice, vous vous souvenez. Ce système existe toujours dans un certain nombre de cantons en Suisse. Vous savez qu'il y a 28 cantons en Suisse
et que lorsque certains mois doivent être passés, on rassemble tout le monde sur une vaste esplanade, hein, et tout le monde peut s'exprimer et voter. Donc il n'y a pas de représentant du peuple. Évidemment, ce n'est pas évident à mettre à organiser, à mettre en scène, mais enfin ce système existe. Ce système existait à d'autres moments dans l'histoire, bien entendu. Je vous parlerai, si je n'oublie pas, d'autres systèmes qui existent à l'heure actuelle. Enfin, je vais quand même en citer un, pour être sûr de ne pas, ça ne m'échappe pas tout à l'heure. Eh bien, pensez aux zapatistes. Les zapatistes sont des révolutionnaires qui vivent dans le sud du Mexique, dans la province du Chiapas, hein, et qui ont pris le pouvoir dans un certain nombre de localités. Et là, c'est la population qui elle-même décide de son sort. L'origine des zapatistes est au fond de libérer ces populations indigènes, d'origine maya, hein, de l'oppression de l'État, l'État colonial, puis post-colonial, qui s'est mis en place au Mexique depuis 1810. Et ils sont dirigés, enfin, une direction, entendons-nous bien, ils sont animés plutôt par le fameux sous-commandant Marcos. Vous savez, cet homme qui, on voit souvent avec une cagoule noire, avec une pipe d'ailleurs, hein, voilà, et qui prend le nom de sous-commandant Marcos. J'imagine que c'est un titre d'humilité pour le fameux commandant qui était Che Guevara. Je suppose que c'est ça qui explique le titre de sous-commandant. Alors, je reprends. Donc, c'est un système de démocratie directe que veut mettre en place Proudhon par le biais du fédéralisme. Il défend également l'idée du mutualisme. Les mutuelles, ce sont ces caisses d'entraide, ces associations ouvrières qui se mettent en place à partir justement du milieu du XIXe siècle et qui sont à l'origine de ce que nous appelons les mutualités. Ce sont des caisses d'entraide qui sont privées à l'origine, donc cotisent ceux qui peuvent, c'est-à-dire plutôt les ouvriers qualifiés qui gagnent plus que les autres. Et il faudra attendre, comme vous savez, hein, le XXe siècle, près d'un siècle, pour que ça se généralise dans nos régions. Il y a plein de pays dans le monde où il n'y a pas de mutuelle. Mais en Belgique, hein, vous devez avoir une mutuelle. Hein. C'est lié au système de la sécurité sociale. Voilà. Donc, quelque part, nous sommes des héritiers de ce système mutualiste imaginé et proposé par Proudhon et d'autres qui n'étaient pas d'ailleurs anarchistes. Voilà. Alors, Proudhon, lui, il appartient à je dirais, la classe supérieure ouvrière, celle des ouvriers qualifiés, tous ces ouvriers intellectuels qui se posent des questions sur leur sort et qui essayent de résoudre leur sort. Il théorise sa pensée dans un ouvrage très célèbre qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ?» Et la réponse qu'il donne d'ailleurs dans son ouvrage, c'est que la propriété, c'est le vol. Hein, et dans un ouvrage également qui va susciter une polémique avec Karl Marx qui s'appelle Philosophie de la misère. Karl Marx répondra par un autre ouvrage qui s'appelle Misère de la philosophie. Voilà. Alors, Proudhon donc met en place, veut mettre en place ce système-là. Il n'y parviendra pas, bien entendu, mais il va susciter un certain nombre de vocations politiques. Il faut savoir quand même que Proudhon est le seul, sans doute un des très rares anarchistes qui ait jamais accepté de siéger dans un parlement. Vous allez me dire que c'est un petit peu paradoxal, je n'oublie pas qu'on était tout à fait au début du mouvement, et en 1848, quand il y a eu la révolution politique et sociale en France, il a siégé donc à la Chambre. Alors, je poursuis. Après Proudhon, vont venir deux grands, je dirais, anarchistes russes du XIXe siècle, qui s'appellent Mikhail Bakounine et Piotr Kropotkin. Bakounine et le disciple de Bakounine qui s'appelle Kropotkin. Alors, ce sont deux nobles. Kropotkin était même prince, anarchiste, et vraiment anarchiste. Hein. Ce n'était pas comme on dirait maintenant, des anarchistes en trois pièces. Hein. C'était vraiment des vrais anarchistes. Hein.
Alors, avec Bakounine et Kropotkin, l'anarchisme devient très franchement un mouvement que l'on pourrait appeler d'extrême gauche. Hein? Même si ce terme d'extrême n'existait pas à cette époque-là. En effet, Proudhon est encore, je vous ai dit, un artisan, un ouvrier très qualifié, mais qui pour Marx est au fond un petit bourgeois, hein, puisqu'il défend les petits indépendants, il défend les coopératives. Hein, pour lui, c'est des associations d'indépendants, si vous voulez. Tandis qu'avec Bakounine et Kropotkin, là, l'anarchisme se rapproche très fort du communisme. Mais un communisme qui n'est pas le communisme marxiste. Bakounine va participer à la fondation et aux premières années de la première association internationale des travailleurs, l'Internationale. Il va se disputer dans des joutes célèbres avec Karl Marx, parce qu'il estime que le marxisme conduit à l'autoritarisme, et loin de supprimer l'État, même si Marx estime qu'une fois que le socialisme aura été établi et que l'on aura collectivisé les moyens de production, autrement dit, je dirais, les outils de travail, les usines, eh bien, pour Marx, l'État devra inévitablement dépérir. Mais pour Bakounine, pas du tout. Il a le sentiment que le marxisme conduit à un renforcement de l'État. Ce en quoi il n'a pas tort, parce que l'histoire va prouver qu'il avait raison. Ceci dit, il ne faut pas confondre les idées de Karl Marx avec celles de ses successeurs qui ont radicalisé son propos et ont conduit même à des déviances. Karl Marx n'a jamais pu faire la révolution. Il est mort pauvre, d'ailleurs, à Londres. Et ce sont ses successeurs, en particulier Lénine, qui fera la révolution en 1917. Et Staline va donner, évidemment, du communisme une vision on ne peut pas plus étatique dans le cadre d'une dictature. Marx n'était pas pour la dictature. Le mot dictature du prolétariat n'intervient que 2 fois dans les écrits de Marx, et de manière, pas dans le sens que Staline va lui donner par la fois, de manière tout à fait liée un petit peu au hasard. Donc Marx n'avait certainement pas une vision dictatoriale de la société, certainement pas. Tandis que Lénine, et surtout Staline, ne parlons pas de Mao Tse-tung, là, vont conduire le communisme dans des voies qui n'étaient pas celles, bien entendu, qu'imaginait Karl Marx. Il existe encore un régime à l'heure actuelle qui est une caricature du stalinisme, c'est le régime de Corée du Nord, qui est une société tout à fait fermée, autarcique, où la population est réduite à celle d'être des robots véritablement craignant la tyrannie du chef suprême auquel on voue un véritable culte. Donc là, il s'agit véritablement d'une religion. Donc on n'est pas du tout dans l'optique émancipatrice qui était celle de Karl Marx. Toutefois, aux yeux de Bakounine, Karl Marx, ce n'est pas l'avenir, parce qu'il sent, hein, il a le nez et il se rend compte qu'effectivement, c'est un régime autoritaire qu'il annonce. En 1872, Karl Marx fait exclure Bakounine de l'Association internationale des travailleurs. Et dès lors, le chemin de l'anarchisme et du marxisme vont se séparer, je dirais, définitivement, en tout cas pour la grande masse des marxistes et la très grande masse des anarchistes. Il y aura quelques tentatives, mais sporadiques, pour établir des liens, des ponts entre les deux mouvements, ce qu'on appelle le marxisme libertaire. C'est-à-dire des gens qui estiment que les théories de Marx sont justes dans leur analyse de la société, mais ils n'en tirent pas les mêmes conclusions quant à l'organisation d'un État fort. Voilà. En 1872, la même année donc, de l'exclusion de Bakounine de l'Association internationale des travailleurs, qui va d'ailleurs être
dissoute par Karl Marx lui-même en 1876, avant qu'une seconde internationale ne soit créée à Bruxelles, par des gens comme César le Pape. Donc la deuxième internationale est née à Bruxelles. Les socialistes étaient très actifs à Bruxelles, pas seulement les socialistes belges, mais également beaucoup d'étrangers vivaient à Bruxelles à ce moment-là, parce que c'était une terre traditionnellement où des réfugiés de différents pays, les Polonais, les Italiens, etc., se retrouvaient. Et les Russes aussi. Alors, cette même année, donc en 1872, une fédération jurassienne s'organise, une fédération anarchiste. Alors, jurassienne, ça veut dire qu'elle s'est établie dans la région du Jura. Elle avait essentiellement pour base Bâle et Lucerne aussi, non pas Bâle, Lucerne et Lausanne. D'autres fédérations anarchistes vont être créées à cette époque-là, une fédération italienne, une fédération espagnole. Vous devez vous dire que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et même je dirais surtout dans le dernier quart du XIXe siècle, l'anarchisme avait le vent en poupe. Il y avait vraiment beaucoup d'anarchistes. En Belgique, il y avait beaucoup d'anarchistes. Et ça peut paraître paradoxal, mais ils étaient très structurés. Ça n'a plus rien à voir avec les quelques groupes anarchistes qui appartiennent à des chapelles différentes qui existent à l'heure actuelle. Parce que l'anarchisme a éclaté entre de multiples petites chapelles, si je puis dire, qui conduit à l'écologisme, qui a conduit au hippies, qui a conduit au punk, vous voyez ce que je veux dire. À cette époque-là, il y avait des anarchistes purs et durs qui étaient nombreux. Alors, dans un premier temps, ils ont essayé effectivement une voie, je dirais, révolutionnaire, mais passant par la presse, par la propagande, dans des meetings. Et puis, quelques anarchistes, et j'insiste là-dessus, c'est seulement quelques anarchistes qui ont décidé qu'il n'y avait pas moyen d'avancer, il n'y avait pas moyen de faire la révolution si l'on ne passait pas par la violence. Mais vous devez vous dire que ces anarchistes-là, qui ont donné cette tellement mauvaise réputation à l'anarchisme, étaient très peu nombreux. C'est ce qu'on appelle la propagande par le fait. La propagande par le fait, ça veut dire par la violence. Autrement dit, ce qu'on appellerait le terrorisme. Mais c'est un terrorisme qui ne vise pas des groupes d'individus, mais qui ne vise que des grandes personnalités. Donc on vise tel ou tel chef d'État. Il y a plusieurs chefs d'État qui ont été assassinés à cette époque-là, dans les différents pays européens. En Russie, en Autriche, en France, en Belgique, même Léopold II a failli, comment dirais-je, disparaître dans un attentat, mais ça n'a pas marché. En France, par exemple, le président de la République, Sadi Carnot, a été assassiné. Le roi d'Italie a été assassiné aussi par un anarchiste. L'empereur de Russie, je crois que c'est Alexandre II, a été assassiné également par un nihiliste, mais les nihilistes sont liés aux anarchistes. L'impératrice d'Issy, dont on a fait un fameux feuilleton dans les années 50 avec Romy Schneider, a été assassinée. Voilà. Donc les assassinats étaient fréquents à cette époque-là. Mais on visait une personnalité. Le but, évidemment, était qu'on en parle partout dans la presse, pour susciter une émotion dans la population, pour se rendre compte que ces monarques, souvent absolus, ce n'était pas le cas de Sadi Carnot, mais que ces monarques tout-puissants, eh bien, n'étaient pas invulnérables, qui avaient moyen d'abattre l'ordre ancien pour lui substituer une société nouvelle. Alors, cette voie n'a duré que pendant peut-être une vingtaine d'années,
Elle connaît son paroxysme en France au début des années 1890. En Italie, justement, c'est le moment où, en France plutôt, c'est le moment où Caserio tue le président de la République, Sadi Carnot, et où des lois scélérates, ce qu'on appelle les lois scélérates, vont être votées par le Parlement français, par la Chambre des députés. En effet, des anarchistes ou des personnes suspectées anarchistes ont été emprisonnés, il était question de les mettre à mort, et puis on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas participé aux faits qu'on leur imputait, et ils ont dû être libérés. Autrement dit, ces lois scélérates correspondent à ce qu'on appellerait une chasse aux sorcières, un petit peu comme à l'époque du macartisme, au début, à la fin des années 40 et au début des années 50, qui sont mises en place à la suite d'une proposition de loi du sénateur républicain, donc très conservateur McCarthy, aux États-Unis au siècle passé. Voilà. Donc c'est une chasse aux sorcières contre les anarchistes. Alors on avance un petit peu dans le temps. Je vous dis que Kropotkin, on peut dire que c'est un anarcho-communiste, mais pas marxiste, puisqu'il est absolument contre toute forme d'autorité. Voilà. Alors, je vous ai cité donc les grands ancêtres de l'anarchisme au XIXe siècle. Vous retenez qu'il y a Stirner, c'est un cas un petit peu à part, qui n'a pas eu vraiment de descendance, d'héritier, mais en revanche, vous avez Proudhon, vous avez Bakounine et vous avez Kropotkin. Donc ça, ce sont les grands fondateurs, les grands maîtres de l'anarchisme au XIXe siècle. Vous allez avoir par la suite toute une série d'autres théoriciens, mais beaucoup moins connus. Vous allez avoir par exemple un Français qui s'appelle Élisée Reclus, qui va être professeur de géographie à l'Université de Bruxelles, qui était anarchiste et géographe. Vous allez avoir, qui ça encore, vous allez avoir en Italie, au début du XXe siècle, Enrico Malatesta, qui portait bien son nom, puisque c'est la mauvaise tête, Malatesta, qui va fonder en 1921 la Fédération anarchiste italienne. Vous allez avoir des anarchistes aux États-Unis, par exemple, comme Emma Goldman, qui est une ouvrière juive qui a été très active pour défendre la condition ouvrière et la condition des femmes aux États-Unis. Souvent, on n'associe pas les États-Unis avec l'anarchisme, mais je peux vous dire qu'il y a eu aussi des anarchistes aux États-Unis. On va trouver des anarchistes un petit peu partout, mais ce qui est sûr, c'est que l'anarchisme va surtout se développer, je dirais, au XXe siècle dans les pays latins. Autrement dit, l'Espagne, l'Italie, la France, et les pays, je dirais, du nord de l'Europe, même s'ils ont des anarchistes qui sont très, très importants pour les gens qui adhèrent à cette philosophie et à cette politique, vont être de moins en moins nombreux. Alors, à partir de quel moment peut-on parler du passage de la théorie à la pratique? C'est-à-dire, à partir de quel moment peut-on dire que les anarchistes ont pu voir se réaliser les premières sociétés basées sur leurs principes? Pas au XIXe siècle. Je vous dis que Proudhon, Bakounine, Kropotkin, ce sont des théoriciens qui militent, qui se battent, qui vont dans des meetings, qui publient, mais qui ne parviennent pas à mettre en place, un petit peu comme Karl Marx. Karl Marx n'a jamais pu établir une société communiste. Il a dit qu'il faut attendre la révolution russe de 1917. Mais parmi ces personnages qui vont mettre en place des sociétés anarchistes, vous avez tout d'abord Makhno. C'est son nom d'abord, Makhno. Makhno, c'est un paysan ukrainien qui, pendant 4 ans, va se battre non seulement contre l'armée blanche, c'est-à-dire l'armée tsariste ou l'armée réactionnaire, dirigée, vous savez, par des gens comme Kolchak, Denikin,
Wrangel, qui se battait contre les communistes. Il va se battre également contre les communistes, c'est-à-dire contre Lénine, Trotsky. Donc, ce sont des gens, enfin, Makhno et les makhnovistes, hein, vont se battre à la fois contre le régime ancien qu'ils exècrent, évidemment, le régime féodal qui existait dans la Russie ancienne, mais ils se battent également, enfin c'est pas eux qui se battent, c'est plutôt ce sont les communistes qui veulent les détruire parce qu'ils se rendent compte que les anarchistes constituent une menace, hein, à la suite de leur prise de pouvoir en 1917. En effet, les anarchistes, comme les premiers communistes, soutenaient ce que l'on appelle les conseils ouvriers. En russe, c'est le mot soviet. Les conseils ouvriers, c'était des, comment dirais-je, des associations d'ouvriers qui se réunissaient, je dirais, à la fois pour défendre leurs droits dans leurs entreprises, mais qui voulaient prendre le pouvoir politique, et ils l'ont pris pendant un certain temps d'ailleurs en Russie, puisque vous savez que la Russie, donc la Fédération de Russie, va s'appeler bientôt l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l'URSS, eh bien cette URSS ne sera en fait jamais l'URSS. Parce que les soviets vont être éliminés par Lénine, par Trotsky. Parce qu'ils ne veulent pas, les bolcheviks ne veulent pas de cette prise de pouvoir par les ouvriers. Parce que dans ce système-là, le pouvoir est tout à fait décentralisé. C'est dans chaque usine que les ouvriers ont le pouvoir, dans chaque ville que les ouvriers et les soldats ont le pouvoir. C'est un système de type fédéraliste. Or, les bolcheviks sont pour la centralisation, un petit peu comme les jacobins au moment de la Révolution française, à l'époque de Robespierre et de Saint-Just. Les bolcheviks, ils veulent que tout soit décidé par le Parti communiste, par le comité central, voire le bureau politique du Parti communiste bolchevique, qui se trouve à Moscou. Donc d'un côté, vous avez des gens qui sont pour une décentralisation la plus grande possible pour que le pouvoir soit près des gens, et d'un autre côté, vous avez des gens, les bolcheviks, qui veulent que tout soit décidé par le sommet. Donc d'un côté, ceux qui veulent que les décisions soient prises par la base, et d'un autre côté, ceux qui décident, qui veulent tout décider par le sommet, parce qu'ils estiment que seul l'État peut garantir la construction d'une société de type socialiste, conduisant un jour au communisme. Voilà, donc grand conflit. Alors, les anarchistes ont une véritable armée à ce moment-là, en Ukraine. Ils occupent la plus grande partie de l'Ukraine. Mais ils vont finalement être battus par les bolcheviks. Une deuxième révolution en Russie va échouer de type anarchiste, c'est la République des soviets, c'est-à-dire des conseils de soldats, à Kronstadt. Kronstadt, c'est en fait une île qui se trouve à proximité de Saint-Pétersbourg, donc ce qui va s'appeler par la suite Petrograd et puis Leningrad, hein, qui se trouve donc dans la mer Baltique. Et les marins de Kronstadt, qui avaient participé, qui avaient été même le fer de lance de la révolution à Saint-Pétersbourg, donc à Petrograd, donc à ce moment-là, en 1917, eh bien, vont se révolter contre les bolcheviks, parce qu'ils estiment que leur révolution a été confisquée par les communistes, et eux veulent d'une république des soviets, et non pas d'une république centralisée où tout est décidé par quelques personnages, hein, au Kremlin. Ces marins se révoltent, leur révolte sera matée dans le sang par Trotsky. Trotsky, hein, qui plus tard, qui à cette époque-là, en 1921, est chargé par Lénine, donc d'écraser cette révolution anarchiste. Et Lénine meurt en 1924, et Trotsky va d'ailleurs, comment dirais-je, engager une lutte à mort, déjà du vivant même de Lénine, avec l'autre dauphin potentiel successeur, peut-être pas dauphin, mais en tout cas certainement pas, mais héritier potentiel de Lénine à la direction de l'État soviétique, c'est-à-dire Staline. Et c'est comme ça que
Trotsky va devoir s'exiler en Europe occidentale, et puis finalement en France, en Angleterre, et puis finalement il sera assassiné par un agent du KGB, donc la police secrète de Staline, en 1940. Donc il va être assassiné d'une manière assez violente, puisque ça va être un pic de pioche qui va lui défoncer le crâne, qu'il sera tué. Et Staline va prendre le pouvoir, donc seul, de 1928 jusqu'en 1953. Donc le règne personnel de Staline va durer 25 ans. Alors pour revenir à nos anarchistes, première expérience donc, qui dure 4 ans, de 1917 à 1921, c'est la création, non pas d'un État anarchiste, parce que les deux termes sont évidemment tout à fait antinomiques, opposés, mais d'une société basée sur l'absence d'autorité, sur l'entraide décentralisée, et où ce sont les ouvriers, les soldats qui décident, et non pas la tête, le sommet. Mais cela échoue après 4 ans. La tentative de Kronstadt, elle échoue assez rapidement, puisque cette révolte est matée. Et puis, il y a une autre tentative. C'est celle qui est tentée lors de la guerre civile espagnole entre 1936 et 1939. En effet, en 1936, comme en France à la même époque, se constitue un front populaire, le Frente Popular. Ce front populaire regroupe des communistes, des socialistes, des républicains. L'Espagne conservatrice ne peut accepter que, alors qu'il s'agissait d'une élection tout à fait légale, et démocratique surtout, ne peut accepter, évidemment, à ce moment-là, que ce soit des gens de gauche qui prennent le pouvoir. Qui trouve-t-on parmi l'Espagne de droite conservatrice? On trouve bien sûr des militaires, on trouve l'Église qui était très puissante à l'époque, on trouve les grands propriétaires fonciers et de grands industriels. L'Espagne à l'époque est encore un pays très archaïque, qui ressemble un petit peu à la situation de la France ou de la Belgique plus d'un siècle plus tôt. Et cela va susciter évidemment des vocations. Il y a un général qui se trouve en Afrique du Nord, qui s'appelle Francisco Franco, va traverser les détroit de Gibraltar et, soutenu donc par cette Espagne conservatrice, va mener une guerre contre le pouvoir légalement établi, qui est celui des républicains. C'est la guerre civile qui dure pendant plus de 3 ans. 2 camps vont se former, donc d'une part les républicains qui sont soutenus par les brigades internationales, des tas d'intellectuels, de gens motivés d'Europe vont soutenir les républicains, pas seulement d'Europe, même d'Amérique, par exemple Hemingway va partir là-bas, mais également en France Malraux. Malraux va être à la tête d'une escadrille d'aviation pour se battre contre les franquistes, contre les fascistes, autrement dit. Et vous avez également Staline qui va rentrer en jeu pour soutenir les communistes, mais les communistes staliniens, pas les communistes trotskistes, parce que je vous ai dit qu'il y a 2 tendances à cette époque-là. Et donc Staline, qui se bat évidemment par principe contre les fascistes, veut d'abord éliminer préalablement, vous imaginez le suicide presque collectif, j'allais dire, il veut d'abord éliminer les marxistes trotskistes, qui font partie de ce qu'on appelle le POUM, le Parti ouvrier unifié marxiste, le POUM. Et donc la police secrète de Staline va éliminer tous les dirigeants du POUM. Ils sont bien des communistes, mais pas des communistes de son obédience. Et les staliniens, vous pensez bien, ils vont également éliminer les anarchistes. Parce que les anarchistes, pour eux, ça ne va pas du tout. Ce sont des gens qui renient, qui s'opposent tout à fait à l'établissement d'un système étatique. Et du côté des franquistes, vous allez avoir une aide internationale qui
annonce la Deuxième Guerre mondiale, puisque Hitler et Mussolini vont envoyer des troupes, et la fameuse Légion Condor. Et on a souvent dit à juste titre que la guerre civile espagnole, c'est le lieu d'entraînement qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Puisque l'on voit, je dirais, un petit peu le front de l'Est et le front du Sud à ce moment-là, entre d'une part les socialistes communistes contre les fascistes qui s'étalent. Finalement, Franco, je ne vous l'apprends pas, il gagne la guerre civile, il meurt en 1975, mais vous savez que c'est tout à fait récemment, que depuis quelques mois seulement, que enfin le gouvernement a autorisé justement que l'on puisse déterrer tous les combattants républicains qui avaient été jetés dans les charniers par les franquistes. Et vous savez peut-être aussi que il y a une vallée qui est consacrée justement aux défunts, enfin aux morts franquistes de cette guerre civile, qui est la vallée de Los Caídos, qui veut dire la vallée des morts, et vous avez un mémorial religieux dans cette vallée de Los Caídos, où vous avez côte à côte la tombe de Franco, que des nostalgiques viennent fleurir, et il y a de temps en temps des cérémonies, qui se trouve à côté de la tombe de Primo de Rivera, qui était le dictateur qui le précédait, avant la République, qui est le fondateur de la Phalange. La Phalange, c'est-à-dire le parti fasciste espagnol. Alors vous allez me dire, mais quel a été le rôle des anarchistes dans tout ça? Les anarchistes, eux, ils vont soutenir, ils n'ont fait ça qu'une fois dans leur histoire, ils vont soutenir le gouvernement socialo-communiste et les républicains. Parce qu'ils se disent que ça n'a pas de sens, eux, de s'entretuer entre progressistes. À l'inverse de ce que pensent les Saïniens, qui pensent qu'il faut d'abord éliminer les gens de gauche avant de faire la guerre contre les gens de droite. Bon, ça c'était le point de vue des Stalinien. Les anarchistes disent, mais non, il faut tous s'unir ensemble, et ils vont mener à bien des réformes tout à fait remarquables, bien qu'ils ne soient pas au gouvernement. Ils soutenaient le gouvernement, mais ils n'y étaient pas, et c'est comme ça que des tas de communes rurales vont s'organiser. Et dans ces communes rurales, tous ceux qui le voulaient, parce que les anarchistes sont contre la contrainte, eh bien, dans ces communes rurales, la terre va devenir collective, gérée collectivement par tous les paysans, mais ceux qui ne voulaient pas et qui souhaitaient garder leur propriété privée et fonctionner comme avant, le pouvaient. C'est ça le principe des anarchistes. Je dirais quelque part que l'anarchisme, c'est la démocratie poussée à ses extrêmes limites. C'est-à-dire qu'ils ne veulent jamais imposer leur système aux autres. Parce qu'ils estiment qu'il faut d'abord faire un travail sur soi-même, et que la révolution, elle ne viendra jamais d'en haut, elle ne viendra que si les individus font une révolution intérieure et se rendent compte que nous sommes, non pas condamnés, mais que nous avons plaisir de vivre tous ensemble et qu'il faut être solidaires dans la société. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les expériences qui ont pu exister dans le domaine de l'anarchisme. Je vais arriver très vite après la Deuxième Guerre mondiale. Je vais certainement oublier des choses importantes, mais enfin ici je suis obligé de faire un exposé de synthèse, donc volontairement je ne suis pas exhaustif. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous allez avoir l'anarchisme va reculer, en Espagne inévitablement, puisque c'est la dictature franquiste. Mais vous devez savoir qu'au moment, en 1936, au début de la guerre civile, il y avait 1 million de membres de la fédération anarchiste en Espagne. 1 million! Ça n'a rien à voir avec les quelques anarchistes que l'on peut voir parfois dans des manifs, chez nous. Donc 1 million d'anarchistes, vous imaginez ce que c'est? C'est énorme, Voilà. Alors, ils ont tenté leur expérience utopique, ça a marché, mais ils ont été écrasés par les franquistes qui ont voulu rétablir le système des grands domaines, la propriété privée, un système corporatiste où il n'y a qu'un seul syndicat, un seul parti, la Phalange, etc. Donc un régime autoritaire de droite, d'extrême droite, avec l'Église qui soutient évidemment les évêques, les archevêques, ils étaient du côté de Franco. C'était une Église très archaïque. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, donc, ce qu'il faut retenir, je dirais, c'est que l'anarchisme recule très fortement. Très fortement.
quand on prend que nos pays, je dirais que l'anarchisme est surtout le fait de groupuscules, de jeunes et de moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes parmi les anarchistes, qui sont répartis entre différentes organisations. En France, il y a quelques grandes organisations, mais quand je dis grandes, au maximum, il y a 3000 anarchistes membres des organisations. À côté de ça, il y a tous les anarchistes qui refusent d'être dans une organisation parce qu'ils sont justement anarchistes jusqu'au bout des ongles. Hein? Mais parmi les grandes fédérations, vous avez la Fédération anarchiste de France, vous avez l'Organisation communiste libertaire, entre autres choses. Ça, ce sont des organisations qui existent maintenant depuis plusieurs dizaines d'années et qui sont pérennes. Vous avez également des syndicats anarchistes. En Espagne, vous avez, et en France aussi, vous avez la CNT, c'est la Confédération nationale du travail. Ils ont un drapeau rouge et noir pour montrer que ce sont des anarchistes qui sont pour l'action et ils regroupent dans leur rang également des socialistes révolutionnaires. Ce ne sont pas des sociodémocrates, hein, c'est pas les Royaux, ce sont des socialistes révolutionnaires. Ce sont, je dirais, des gens qui se rapprochent du communisme, un communisme non marxiste. Voilà. Donc non autoritaire. Ils ne sont pas reconnus évidemment par les pouvoirs publics, donc ils sont souvent dans les manifestations, bien entendu, mais ils ne sont pas reconnus comme la CGT, la CFDT, Force ouvrière, etc. En Belgique, il y a quelques groupes d'anarchisme qui sont vraiment tout petits, hein, sont tout petits. Hein, donc ça n'a rien de significatif. Hein. Mais vous devez vous dire quand même qu'il y a toute une série de mouvements qui émanent de l'anarchisme, je dirais tout d'abord des mouvements culturels que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les hippies dans les années 60, hein, qui décident de ne plus vivre dans cette société de consommation, qui fondent des communautés, certains vont aller faire mettre des moutons dans les montagnes, vont créer des communautés où on vit tous ensemble, plusieurs familles ensemble, où il y a même la pratique de l'échangisme aussi, où on a des enfants, voilà, et tout le monde vit ensemble. Voilà. Alors, il y a aussi eu les punks, mais là, c'est une forme d'anarchisme assez désespérée. Hein. Il suffit de voir comment les punks s'habillaient à l'époque, leur coiffure, etc., les couleurs qu'ils se mettaient sur le visage, donc un anarchisme culturel, puisqu'il est lié à la musique, hein, mais assez désespéré. Il y a aussi les provos, hein, par exemple, aux Pays-Bas. Hein. Enfin, je ne vais pas décrire tous les mouvements anarchistes. Vous devez vous dire aussi qu'il y a des gens comme José Bové en France, qui défend une confédération paysanne. C'est au fond un anarchiste dans le domaine de la ruralité. Les écologistes sont, je dirais, des anarchistes modérés, quelque part, à l'origine. Maintenant qu'ils sont dans le système, on est bien d'accord. Hein. Je citerai tout simplement le cas de Cohn-Bendit que nous évoquions avant. Cohn-Bendit, c'est un anarchiste, je dirais, il appartenait à un groupe qui s'appelait Rouge et Noir. Donc vous voyez, Rouge et Noir, c'est-à-dire c'est le noir de l'anarchisme, mais aussi le rouge de la révolution, qui est non communiste mais non marxiste. Communiste mais non marxiste. Il était contre tout à fait les staliniens, etc., hein, les trotskistes, Cohn-Bendit. Mais il a évolué vers l'écologisme au point d'être maintenant le chef de groupe des écologistes au Parlement européen. Voilà. Alors, il y a eu quand même, après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre d'intellectuels, d'artistes qui se sont rapprochés de l'anarchisme et qui étaient anarchistes très clairement. Je pense par exemple à Georges Brassens. Hein, il y a plusieurs de ses chansons, par exemple Garogoril et des choses comme ça, qui sont des chansons anarchistes. Vous avez, il y en a plusieurs, hein, il était membre pendant quelque temps de la Fédération anarchiste, justement. Vous avez également un poète comme Jacques Prévert. Vous avez aussi un autre chanteur comme Léo Ferré. Hein, Léo Ferré, qui est l'auteur de la fameuse chanson, hein, je vous montrerai si j'ai le temps tout à l'heure quelques extraits. Hein, Léo Ferré, qui est l'auteur de, par exemple, Joli Môme, hein, qui a été chanté par Juliette Gréco, par exemple. Des gens comme Boris Vian également, hein, que vous connaissez par L'écume des jours, L'herbe rouge, Il est craché sur votre tombe. Donc ce sont des intellectuels qui se sont dit non, le stalinisme, le communisme stalinien, c'est pas pour nous. Alors
alors que Sartre, lui, est un communiste maoïste, hein, et qui ont dit non, on veut une solidarité, une société de type vraiment presque communiste, mais sans, justement, on renie complètement cet aspect étatique, parce qu'on a pris conscience en 1956 aussi de tous les crimes, hein, de Staline au fameux 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, hein, c'est le fameux rapport Khrouchtchev. Donc il y a des gens qui ont quitté le communisme à ce moment-là, et certainement le communisme stalinien, qui était pratiqué en France, hein, défendu donc par le Parti communiste français. Alors, à côté de ça, il ne faut pas oublier mai 68, bien sûr. Hein. Mai 68 est une révolution de type anarchiste. Même si en mai 68, on trouve toutes les variantes de la gauche extrême sur le terrain et dans les rues. Il y avait bien sûr des staliniens, des maoïstes, il y avait des trotskistes, il y avait des situationnistes. Alors les situationnistes, là je ne vais pas hésiter de lire un passage d'un professeur de français qui a enseigné ici à l'école normale, qui est le père de mai 68, en France. Le père de mai 68, ben, il a enseigné ici. Pour ça, je voudrais un jour, cette école s'appelle l'école Raoul Vaneigem. Il vit toujours, hein, il a près de 80 ans, mais c'est un grand penseur. Son livre a été lu par tous les 68ards à l'époque. C'était la Bible Cohn-Bendit. Hein, donc, il a écrit un ouvrage fondamental à l'époque, que je vais vous montrer dans quelques instants. Hein, et il était professeur de français ici. Il a été exclu de cette école parce qu'il y a une relation amoureuse avec une de ses élèves, hein, dans les années 60, mais c'est une perte pour l'école parce que c'est un grand penseur. Il a écrit quelqu'un de très connu, hein, c'est Raoul Vaneigem. Alors je vous ai dit que je lirai un petit passage d'un ouvrage qui a paru en 2008, il y a 2 ans, qui s'intitule « Entre le deuil du monde et la joie de vivre », et qui a pour sous-titre « Les situationnistes et la mutation des comportements ». Oui. Le situationnisme, c'est un mouvement qui est issu de l'anarchisme et qui cherche en fait à créer des situations constamment dans la vie. Donc c'est à la fois un mouvement politique et un mouvement philosophique, esthétique également, hein, dont les chefs de file sont Guy Debord qui est à l'origine de la notion de société du spectacle. Il écrit dans les années 60 justement un ouvrage qui s'appelle La société du spectacle, qui est peut-être prémonitoire, quand on voit à partir des années 70, nous sommes dans une société du spectacle, à penser aux people, aux médias, à la télévision, on fonctionne sur l'image. Et qui a mis en avance également l'idée de la marchandisation de la société. Tout est lié au fric à l'heure actuelle. Et tout a un coût financier. Autrement dit, on a évacué les valeurs et on ne fonctionne plus qu'en référence à l'achat. Hein? Et bien, donc, il a mis en évidence la spectacularisation et la marchandisation du monde dans les années 60, entre autres avec Raoul Vaneigem. Donc, c'est ça le situationnisme. Alors, je lis le passage parce que de ce livre que je vous montre, donc édité chez Gallimard, je vous montre le livre. Alors, pourquoi je vous lis un passage? Parce qu'en fait, on trouve sa pensée qui est résumée dans le petit extrait que je vais vous lire, mais c'est surtout qu'il concerne l'école normale. Il dit comment il vivait à l'école normale à l'époque, dans les années 60. Je crois que c'est intéressant. Alors écoutez ce qu'il disait. Donc c'est le père de mai 68, puisque mai 68, ça c'est étonnant, hein, mais ça ne se sait pas. Je suis certain que j'interrogerai mes collègues, personne ne sait que mai 68 hein, a été conçu par quelqu'un qui était professeur de français ici à l'école normale. Un ouvrage qui a été lu par tout le monde. Je suis certain que mes collègues ne savent même pas ça. Alors, je vous lis le passage, vous allez voir, ça concerne l'école normale. Les blousons noirs politisés ont saisi la Sorbonne pour contester et pour briser, ils ne craignaient personne. Puis commence son texte lui-même. Dit une chanson de mai 68. Jeune professeur à l'école normale de Nivelles, dans le Brabant wallon, donc c'est bien ici, on est bien d'accord, je gagnais chaque jour ma classe, vêtu d'un blouson de cuir noir élimé, nouant sous le regard désapprobateur du directeur, petit homme vil et mesquin, je crois que c'était M. de Villers à l'époque, une cravate que les convenances de l'époque prescrivaient obligatoirement. C'était une cravate rouge sans de bœuf. Je l'extirpai de ma poche avec les gestes calculés du défi.
tant au plaisir d'affronter le nabot avec un sourire désinvolte et provoquant, se mêlait une rage que l'audace de le gifler n'aurait pas même apaisé. Le vrai plaisir, en revanche, renaissait lorsque, déambulant, mes élèves et moi, à travers les vastes paysages littéraires, nous tentions d'invoquer cette conscience sensible du vivant sans laquelle les individus et les sociétés s'adonnent à la barbarie ordinaire. J'aurais pu étrangler l'immonde bureaucrate qui, dans le couloir de son établissement scolaire, consultait sa montre à mon approche et décrétait, en mesurant le temps que lui et les siens me volaient, « 3 minutes de retard, monsieur !» Or, 3 minutes plus tard, au milieu de mes élèves, un tourbillon de questions disparates où s'agitaient Nietzsche, Diderot, Satie, Villon, Lucrèce, m'étourdissait au point d'outrepasser l'heure de cours sans que je m'en aperçusse. Je n'arborais pas seulement l'uniforme du jeune voyou, ma peau en était l'étoffe. J'étais de révolte incarnée et d'humanité ivre de caresses charnelles. Les émeutes de banlieue, donc en 2005, là en France, en décembre 2005, ont ravivé en moi l'alternative ou la passion contrastée qui s'emparait de moi en franchissant le seuil de l'établissement où j'enseignais. La tentation de goûter le feu aux 4 coins du monde et une irrésistible aspiration à l'amour, au savoir, à l'harmonie. J'ai revécu rétrospectivement la puissance des deux violences opposées qui s'imbriquaient jadis en mon incertaine construction lorsque leur institution éducative et leur monde réifié brisaient, piétinaient chaque jour le désir où mon école et mon univers me faisaient l'arpenteur d'immenses territoires à libérer. Ce qui m'a empêché d'incendier, de dévaster, de raser ce bâtiment aux allures de caserne et de pénitencier, c'est qu'à l'ombre de l'ignorance érudite et de l'oppression pédantesque se cultivait un jardin où ce que la liberté faisait croître n'avait plus besoin de tuteur. Comment ne pas percevoir à la lueur des voitures brûlées dans les ghettos de pauvres la flamme d'une vie à laquelle le pouvoir n'offre que le choix de se consumer? Le vrai crime est d'aveugler par la haine, car la haine est l'essence du pouvoir. Et jusqu'au cœur même des insurgés, il détruit cette force vitale, cette joie exubérante, cette force créatrice capable de briser les chaînes qui l'entravent. À défaut d'être amoureuses de la vie, nos sociétés sont assoiffées de servitude. Elles la boivent jusqu'à la lie et la vomissent. L'État n'a plus qu'à se donner la peine de nettoyer. Protéger les biens qui sont lucratifs contre l'humain qui n'est pas, c'est interdire à l'homme de devenir vivant. Quand l'évidence d'une telle iniquité aura percé le mur des cerveaux obscurcis, vous verrez que le brasier de tant de révoltes égarées finira par éclairer la conscience des banlieues et par politiser la canaille, héritière des blousons noirs. Le pouvoir pue parce qu'il tue. Le jour où la volonté de vivre l'emportera sur la volonté de puissance, les prédateurs tomberont en poussière et le vent les emportera vers ce néant qui les hantait. Je termine avec ce dernier paragraphe. Mon père était un insoumis paisible qui, à une époque où les mâles s'infatuaient de leur autorité sur la femme, ne tentait jamais d'en imposer à ma mère sans admettre, avec les grognements convenus de la désapprobation, que de toute façon, et quoi qu'ils disent, elle n'en agirait pas moins selon son gré. Il détestait l'arrivisme et se faisait un honneur de n'accepter aucune distinction honorifique dans un engagement politique où devait primer, selon lui, la sincérité des convictions. Je me souviens de sa colère après une entrevue avec un socialiste devenu gouverneur de province qu'il avait tensé pour son franc-parler. Ce qui l'indignait, c'était qu'un citoyen prônant l'égalité put le prendre de haut et exciper une autorité que ses pairs lui avaient délivrée. Alors, quelques ouvrages pour votre information. Tout d'abord, dans la collection Les Essentiels Milan, L'anarchie, une histoire de révolté. Tout récemment apparu, donc il y a quelques mois, donc en 2010, de Philippe Pelletier, L'anarchisme, dans la collection Idées reçues, Cavalier Bleu. Là, ce sont toutes des questions qui sont posées pour résoudre les questions relatives à l'anarchisme. Alors, de Jacques Sellius,
L'anarchisme, une utopie nécessaire. Alors ce qui est très comique dans ce livre, c'est que ce livre est écrit par un policier belge. Voilà. Anarchiste. Donc c'est pas inconciliable. Alors l'autogestion anarchiste est éditée par Le Monde Libertaire, un collectif. Qu'est-ce que l'anarchiste? Alors là, c'est un grand anarchiste historique russe qui s'appelle Alexander Berkman. Je crois que c'est chez Argonne. Vérifie. Non, c'est les éditions L'Échappée. Alors, d'Enrico Malatesta, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le grand anarchiste italien chez Lux, l'anarchie. Alors, de Georges Blond, la grande armée du drapeau noir. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les anarchistes, depuis Louise Michel, qui est donc une institutrice, qui était une grande combattante lors de la Commune, on aurait pu vous parler d'ailleurs de la Commune. La Commune, c'est donc un mouvement insurrectionnel à Paris entre mars et mai 1871, où Paris s'est constitué en commune, puisqu'elle refusait l'État français à ce moment-là, la République française, et ça a échoué dans le sang, puisque plus de 20 000 personnes ont été fusillées, 40 000, et plus de 20 000 également ici étaient déportés, entre autres en Algérie, en Nouvelle-Calédonie. Alors, une anthologie dans la petite collection Librio, ça coûte 2 €, ni Dieu ni maître. Alors, avec ce fameux symbole de cette lettre A dans un cercle. Vous verrez souvent apparaître ici. Alors, de Daniel Guérin, l'histoire de l'anarchie, qui s'appelle L'anarchisme, en idée NRF. Un petit livre d'Élisée Reclus, qui développe les principes de l'anarchie. C'est chez les éditions du Sextant. Alors, Élisée Reclus, c'est ce professeur de géographie français qui a enseigné à Bruxelles. Lorsque l'ULB s'est scindé entre une université conservatrice et une université plutôt révolutionnaire. De Daniel Guérin, il existe une excellente anthologie en 4 volumes, Ni Dieu ni maître, anthologie de l'anarchisme. De Michel Parère, aux éditions Bérénice, le manifeste de l'égalité. On y trouve une anthologie, donc des grands textes de l'anarchie. Alors, de Jules Guermina, un classique, l'ABC du libertaire, aux éditions Milieu et Nuit, ça coûte 2 ou 3 €. De Daniel Colson, petit lexique philosophique de l'anarchisme, de Proudhon à Gilles Deleuze, en livre de poche. Alors, l'anarchisme aujourd'hui, édition libertaire. Un grand classique de Jean Métron, Le mouvement anarchiste en France. Il y a 2 volumes, je vous montre ici que le premier, des origines à 1914. Alors, le tome 2, on est ici aussi, ça va de 1914 à nos jours. Alors, un colloque qui s'est tenu dans le sud de la France qui s'intitule « L'anarchisme a-t-il un avenir? Histoire de femmes, d'hommes et de leurs imaginaires. Atelier création libertaire ». Alors, d'Eduardo Colombo, La volonté du peuple, démocratie, anarchie. Alors, de François Richard, les anarchistes de droite. Vous savez, les anarchistes de droite, ce sont pas ceux qu'on appelle les libertaires, mais les libertariens. Ils sont pour la suppression de toute réglementation, vous savez, mais qui visent uniquement à l'égoïsme. C'est un petit peu dans la voie de Max Stirner. Donc c'est pour une société d'égoïstes. C'est le contraire de la grande masse des anarchistes à l'heure actuelle. Alors, puisque je suis ici à proximité, un numéro de Manière de voir de 2009, février 2009, Les révoltés du travail. Vous avez peut-être vu hier, c'était sur France 2, le film qui s'appelle Les vivants et les morts. C'est une série. Vous n'avez pas vu ce film hier? Il y avait 3 épisodes qui sont passés. Alors, La fabrique du conformisme, numéro de janvier 2008 de Manière de voir. Les nouveaux chiens de garde, en particulier dans les médias, de Serge Alimi, donc publié par Raison d'agir. Un dictionnaire pas mal, qui est un abécédaire critique, Les nouveaux mots du pouvoir, sous la direction de Pascal Durand, aux éditions Aden. Parce que vous savez qu'il y a des tas de mots qu'on utilise et
qui sont détournés de notre sens initial. Quand on parle d'un plan social, ça veut dire le licenciement collectif. On parle de plan social. Quand on parle de restructuration, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait la moitié d'usine, des choses comme ça. Il y a des tas de mots qu'on utilise quand on parle d'activation des chômeurs. Ça veut dire qu'on les met à la porte 2 mois plus tard parce qu'ils n'ont pas trouvé. Vous savez, ce sont des tas de mots qu'on appelle le politiquement correct, pour faire passer la pilule amère. Alors, maintenant, quelques grands textes du XIXe siècle et des livres consacrés à quelques grands auteurs, de Max Stirner, L'unique et sa propriété, de Proudhon, Philosophie la misère, avec la réponse de Karl Marx, misère de la philosophie, de Jacques Langlois, Défense et actualité de Proudhon, dans la petite bibliothèque Payot. Alors, d'Auguste Blanqui, qui n'est pas vraiment un anarchiste, qui est plutôt un socialiste révolutionnaire, mais qui est l'auteur de l'expression ni Dieu ni maître. Maintenant, il faut des armes. C'est en fait un recueil de textes publiés il y a 2 ans, je crois, par les éditions La Fabrique. Il a passé la moitié de sa vie, plus de 35 ans en prison, au XIXe siècle. Alors, une anthologie des textes de la Première Internationale, dont je vous parlais tout à l'heure, en 1818. Et, pour la même période, un recueil de textes où on voit l'opposition entre Marx et Bakounine, socialisme autoritaire ou libertaire. La biographie classique de Kaminski sur Bakounine, La vie d'un révolutionnaire, aux éditions La Petite Vermillon. De Bakounine, un recueil de textes contre les despotismes sur le socialisme libertaire, chez Gontier. De Kropotkin maintenant, Parole d'un révolté, chez Flammarion. Évidemment, c'est un ouvrage ancien que j'ai ici, mais c'était réédité. Du même Kropotkin, son autobiographie, Mémoire autour d'une vie, chez Stock. Du même auteur, La morale anarchiste en 1001 nuits. Je vais dire que ça coûte 2 ou 3 euros, rien du tout. Toujours avec le même prix, et je ne fais pas de la publicité, mais La Commune de Kropotkin, suivi de La Commune de Paris, chez Altiplano. Les mémoires de Louise Michel, chez Tribord. Tiens, pourquoi les marquer Flibus ici? Mais c'est l'éditeur, c'est Tribord, c'est André Thomas. L'édition Tribord, voilà. Vous voyez la tête de Louise Michel, l'institutrice. Elle est morte à 70 ans, elle est née en 1835, elle est morte en 1905. Alors, ces lettres à Victor Hugo, toujours la même Louise Michel, aux éditions Mercure de France. Alors, toujours sur Louise Michel, de Claire Ozias aux éditions du Monde Libertaire. Le Monde Libertaire, en fait, c'est le nom d'un hebdomadaire. Il paraît à Paris. D'Erico Malatesta, écrit choisi, édition du Monde Libertaire. Alors, Emma Goldman, cet anarchiste qui vivait, qui est parti de Russie et puis qui a vécu aux États-Unis. L'épopée d'une anarchiste, New York 1886, Moscou 1920. Quand j'étais à New York, j'ai discuté avec des anarchistes. La pensée d'Emma Goldman est toujours vivante. Hein. Alors, maintenant sur... je regarde un petit peu. Oui, sur l'anarcho-syndicalisme, c'est-à-dire les anarchistes qui ne s'engagent pas dans la voie politique, mais qui veulent essentiellement transformer la société de l'intérieur dans les entreprises. Voilà, alors un ouvrage dirigé par Matteo Alanouf, Changer la société sans prendre le pouvoir, syndicalisme d'action directe et renardisme en Belgique. Alors André Renard n'est pas un anarchiste, mais il est une des variantes de l'anarchisme. Il est à l'origine de l'espoir pour les Wallons d'une fédéralisation complète des régions. L'action directe, c'est quand on décide de ne pas passer par la voie parlementaire et qu'on décide d'agir directement dans les sociétés où on travaille. Par exemple, vous décidez par exemple à la SNCB, je ne sais pas, ou à la STIB, de couper le courant à un moment donné pour que les
les voitures ne puissent plus circuler, les voitures de métro, des choses comme ça. C'est l'action directe. Ce n'est pas spécialement une action violente avec des bombes, hein, bien entendu. Alors, de la doctrine à l'action de Rudolf Rocker, qui est un anarchiste assez célèbre, l'anarcho-syndicalisme des origines à nos jours. C'est aussi au monde libertaire, hein, je crois. Création de l'atelier libertaire. Alors, quelle place les anarchistes dans le monde du travail, les éditions du monde libertaire? Anarcho-syndicalisme et anarchisme de Murray Bookchin et Daniel Colson. Voilà. Alors, je continue par maintenant des ouvrages sur mai 68. Alors, pour mai 68, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Je vous conseille tout d'abord le dictionnaire de mai 68 sous la direction de Jacques Capdevieille et Henri Rey. Donc, édition Larousse. Alors, ensuite, toute une série de slogans et d'affiches de la Révolution de mai 68, publiés par l'Esprit Frappeur. Alors, je vous donne quelques exemples voilà, vous voyez, ce sont toutes ce qui apparaissait comme slogan sur les murs à l'époque. Parmi les plus célèbres, il y a évidemment Sous les pavés la plage. Il y a aussi Le vote ne change rien, la lutte continue. Alors j'essaie de voir aussi, enfin il y en a plein, vous savez, il y a eu une créativité incroyable en mai 68 au niveau des slogans, de la créativité au niveau du dessin, etc. D'autant plus que les étudiants d'école des Beaux-Arts à Paris ont participé à cette révolution et ils y sont mis et ils ont donné des choses tout à fait remarquables. Hein. Alors, un petit disque est sorti assez récemment qui s'appelle L'Esprit de mai 68. Voilà. Bon, c'est toutes des chansons en liaison avec les thèmes de mai 68, avec des grands chanteurs. Hein. Vous allez voir par exemple là-dedans, il y a par exemple Juliette Gréco qui chante La beauté dans la rue. Il y a Georges Brassens, Vous finirez tous par trouver du confort. De Michel Hermont, Ni Dieu ni maître. J'essaie de voir encore ce qu'il y a comme. Alors de Jean-Roger Cossimon, Chassez le fil de votre tête. Il y a Le déserteur de Boris Vian. Voilà, par exemple. Hein. Alors, l'éditeur, c'est... Alors, distribution disquaire Socadisc. Alors, de Cohn-Bendit, nous l'avons tant aimé la Révolution. Alors là, c'est Cohn-Bendit, évidemment, vous allez voir sa chevelure, il est un peu plus jeune, dans Point actuel. Alors, du même Cohn-Bendit, Sauvageot et Guémard qui ont été des acteurs majeurs en mai 68, un ouvrage qui date de 68, La révolte étudiante, les animateurs parlent, aux éditions du Seuil. Alors, le mouvement de mai ou le communisme utopique, aux éditions du Seuil aussi, d'Alain Touraine, un grand sociologue français. Alors, un classique, rédigé quasiment à chaud, par des grands intellectuels de l'époque, des philosophes et des sociologues, Edgar Morin, Claude Lefort et Castoriadis, mai 68 La Brèche, suivi de 20 ans après. Donc évidemment en 88, ils ont réfléchi à ce qu'ils avaient écrit 20 ans avant. C'est aux éditions Complexes. Alors de Serge Govart, C'était au temps où Bruxelles contestait, édité par Paul Hiss, en 2 mots. Parce que mai 68, ça ne s'est pas seulement passé à Paris, ça s'est passé aussi à Bruxelles, ça a commencé quelques jours plus tard. L'ULB, par exemple, a été fermé, les étudiants faisaient la grève pendant plusieurs semaines avec l'Assemblée générale tous les jours. Bien entendu, quand on dit tous les jours, c'est plusieurs fois par jour, hein, où on votait sans arrêt des motions qui radicalisaient le mouvement. Mais mai 68, ça s'est passé aussi, c'est un mouvement qui commence dès 66-67 aux États-Unis. Avec Berkeley, en Californie. Alors on a fait la grève également dans les universités japonaises. 68, c'est également l'année où il y a le printemps de Prague. Donc vous voyez, c'est une année particulièrement chaude. Alors de Hervé Hamon et Patrick Rothman, Génération, les années de rêve, c'est sur les années 60, au Seuil.
ponctuel. Et le tome 2, toujours génération, c'est les années de poudre, donc les années 70. Parce qu'effectivement, après ce côté, je dirais, un petit peu bon enfant, qui était dans le mouvement hippie, comme Bénite, etc., il y a eu des années de poudre. Là, c'est l'époque d'action directe en allemand, la Rote Armee Aktion, etc. Vous savez, le Fraktion plutôt, c'est quand il y a eu tous les mouvements des brigades rouges en Italie, à Bologne, etc., des attentats. Là, on est passé à l'action directe, justement. Or, quelques numéros qui ont paru il y a 2 ans, en 88, qui fêtaient, je dirais, le 40e anniversaire, dans le journal du mardi, ces Belges qui ont fait 68, c'est parfois intéressant de voir ce qu'ils sont devenus. Alors il y avait un numéro du Vif l'Express également, donc il y a 2 ans, consacré en collaboration avec Historia, 68, l'année qui a tout changé. N'oubliez pas que c'est l'année également où Martin Luther King est assassiné aussi. Alors les idées de mai 68 du magazine littéraire. Alors là on voit évidemment les étudiants qui sont en train de jeter un cocktail Molotov, je ne sais pas quoi. Il y a de très belles photos aussi là-dedans. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, de la revue Politique, qui est une revue belge, le mois de mai 68 aussi. Le thème c'est Arrêtez le monde, je veux descendre. Trace de mai 68 en Belgique. Un numéro du magazine littéraire de novembre 2004 consacré à la pensée libertaire. Donc, vous voyez Marianne, qui est un peu plus dénudée que d'habitude et qui est poursuivie par un anarchiste. Alors, il y a eu également un numéro du Courrier international, il y a 2 ans, consacré à que reste-t-il de 68. Et là, on voit que c'était des jeunes mouvements hippies qui vivent nus ici en communauté à la campagne, manifestement. Vous voyez, c'était l'époque avec un style très particulier, avec les fleurs et tout, enseignement peace and love. Alors, quelques ouvrages d'histoire pour changer maintenant. Alors, de Jean Nicolas, La Rébellion française, 1661-1789, en folio Histoire, en gros bouquin. Il n'est pas question, évidemment, que mouvement libertaire anarchiste avant la Révolution française. Mais il y a eu des mouvements, comme ça, paysans, qui refusaient toute forme d'ordre, et en particulier des mouvements de jeunes aussi, c'est intéressant, qui se sont opposés aux vieux, aux nantis, à l'armée, etc. Alors, sur la Commune, le beau film de Peter Watkins, on a fait un DVD. Alors, La Commune vaincra, à l'assaut du ciel, c'est un opéra de Joseph Cosma de 1951 et qui a été édité donc récemment par La Fabrica. C'est donc un CD. Alors, si vous aimez les chansons du passé, en particulier les chansons de la Commune, il y a un beau CD de Marc Augeret autour de la Commune. Vous entendez le chant des ouvriers, le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, bien sûr, la canaille, la semaine sanglante, la Ligue antiprussienne, les canons, le drapeau rouge, elle n'est pas morte, l'internationale. Alors, de Jeanne Gaillard, Commune de province, Commune de Paris, 1870-1871. Dans la collection Flammarion, Point d'Histoire. Alors, dans la petite collection Julliard, qui est tellement précieuse parce que vous avez des éditions de documents d'époque, le procès des communards présenté par Jacques Rougerie. Alors là, on voit des communards qui ont été fusillés, qui ont été pris en photo par la police. Alors Ravachol, je ne vous en ai pas parlé, mais Ravachol, c'était comment dirais-je, un bandit. Parce que parmi les anarchistes, il y a aussi des bandits. Ça va. Il y a entre autres la fameuse bande à Bonneau, ça vous dit quelque chose. Ravachol et les anarchistes, présentés par Jean Métron, en Julliard. Et puis il y en a qui ont été condamnés à tort, par exemple Sacco et Vanzetti, aux États-Unis, au XXe siècle, qui ont été réhabilités beaucoup plus tard. La séparation d'Église et d'État de 1905, en fait, trouve son origine elle avait déjà été revendiquée, cette séparation, dès la Commune. C'est un des décrets qui avait été voté par la Commune. De Maqueneau,
de Yves Ternon, aux éditions Complexes, Makhno, la révolution anarchiste. Sur la révolte de Kronstadt, il existe un petit livre de Henri Arvon, aux éditions Complexes. Sur la guerre d'Espagne, toujours dans la même collection, un livre d'Émile Témine, avec une affiche où il est marqué No Passaran, qui était le mot d'ordre des antifascistes à l'époque. Ils ne passeront pas, les fascistes. Alors, le beau film de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, 2 DVD, édité par les éditions Montparnasse. Je vous signale à ce propos que je fais une émission le 8 novembre avec monsieur Gustavo, comment il s'appelle, Bueno, c'est González, toi tu dois savoir peut-être ça, non? Qui est en fait un cinéaste qui a réalisé en 2005 un superbe documentaire qui s'intitule Nous avions 30 ans lorsque Franco est mort. Je fais une émission avec le cinéaste à la radio, si jamais ça vous intéresse. Donc c'est le 8 novembre. D'Emmanuel Mounier, qui est un philosophe qui est à l'origine du personnalisme, dont se revendique d'ailleurs le CDH, Communisme, anarchie et personnalisme. Alors, une révolution, tiens, dont je ne vous ai pas parlé, c'est Budapest 1956, la révolution hongroise présentée par François Fecjő. Figurez-vous qu'en 1956, il y a eu la fameuse l'insurrection de Budapest contre l'occupation, pas l'occupation idéologique, et le communisme de type stalinien en Hongrie. Et les habitants de Budapest et les Hongrois se sont révoltés et ont eu un projet de type libertaire, c'est-à-dire un socialisme à visage humain. Voilà. Et vous pouvez vraiment rattacher cette révolution justement au mouvement libertaire, ce qu'on fait rarement. Alors là, on est plutôt dans l'extrême gauche. Là, je ne sais pas si je vous en parle, voilà, quelques livres de Henri Arvon, le gauchisme. Alors là, ce n'est pas à proprement parler uniquement les anarchistes, parce que le gauchisme comprend des tas d'autres mouvements d'extrême gauche. Alors de Rudi Dutschke, qui est un petit peu l'équivalent du Cohn-Bendit, mais communiste en Allemagne, à Berlin, en 1968. Il a été assassiné d'ailleurs, peu de temps avant mai 68, je crois que c'est en avril qu'il a été assassiné. Écrit politique, aux éditions Christian Bourgois. Alors, un classique, La maladie infantile du communisme et le gauchisme de Lénine, aux éditions Sociales. Le dictionnaire de l'extrême gauche, aux éditions Larousse, de Serge Cosseron. Histoire générale de l'ultra-gauche, de Christophe Bourseiller, aux éditions de Noël. Alors il est question des situationnistes, des conseillistes, des communistes de conseil, des luxembourgistes, des communistes de gauche, des marxistes libertaires, des communistes libertaires, des anarcho-communistes et des gauches communistes. Donc vous voyez, ce sont tous ceux qui sont en marge. On parle de la gauche, ce qu'on appelle la gauche en France, c'est les socialistes, la gauche de la gauche, mais c'est Besancenot, c'est Beauvais, ça va. Et puis alors vous avez la gauche, ce sont ceux qui se tournent ou qui sont encore plus extrêmes, si vous voulez, ou plus originaux que ceux que je viens de citer, les trotskistes, les communistes un peu classiques. Alors, un grand auteur qui s'est engagé, lui, dans le communisme libertaire, c'est Daniel Guérin, qui a écrit plusieurs histoires, des anthologies de l'anarchisme, aux éditions Spartacus. Alors, Genèse du socialisme libertaire, ce sont des essais de Daniel Guérin. C'est très intéressant, tous ces livres, parce qu'il explique dans ces livres que les Jacobins ne sont pas, comme on le dit souvent, obligatoirement à l'origine du stalinisme, par exemple. Il remet en question toute une série de choses, et c'est vraiment très intéressant. Alors, de Yann Moulart, aux éditions Corum, Le mouvement anarchiste en Belgique, 1870-1914. C'est sa thèse de doctorat sauf erreur de ma part. Alors, des ouvrages plus récents, oui. Les Daggers, Révolution et contre-culture à San Francisco, 1966-1968, publié par L'Échappée de Alice Gaillard, avec un CD à l'intérieur sur leur musique, enfin leur histoire plutôt, des Daggers. Alors, de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, en 10-18,
Crisis, manifeste contre le travail. C'est un groupe allemand anarchiste en 1818. Alors, un ouvrage récent, édité par personne d'autre, en fait, ce sont des étudiants de l'ULB, sauf de ma part, qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle « Dans la démesure des possibles, l'université, la prison, un monde ». Chemin et ruine, c'est leur propre édition, hein. Leur propre maison créée pour l'occasion de publication de ce livre. Alors, du comité invisible, un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui, L'insurrection qui vient, édité par La Fabrique. Hein. C'est le fameux, on l'a attribué au fameux Julien Coupat, hein, vous savez, qui aurait coupé, il a accusé ça, des caténaires de voies de chemin de fer en France. Alors, ici, c'est un livre assez comique de Michel Noiret qui s'intitule « Le cœur de maçon », avec certaines lettres qui sont en rouge, c'est libertaire et franc-maçon. C'est assez comique, hein, parce que quand vous voyez « Le cœur de maçon », ben, si c'est un jeu de mots, évidemment, c'est le con de ma sœur. Hein. C'est évidemment un jeu de mots anarchiste. Hein. Alors, La France rebelle, sous la direction de Crétier et Sommier, aux éditions Michalon. Alors là, c'est tous les mouvements de la France rebelle, hein, c'est pas seulement les anarchistes. Y compris les mouvements régionalistes. Guy du Paris rebelle, de Ramon Chao et d'Ignacio Ramonet, chez Plomb. Là, vous avez, pour expliquer un petit peu le nom des rues, etc., qui renvoie justement à ce Paris rebelle. Alors, un grand classique, Jules Vallès, vous connaissez certainement, qui a écrit une trilogie dont le dernier tome s'appelle L'Insurgé et dont le tiers de ce roman concerne la Commune de Paris. Il était lui-même anarchiste. Un grand classique de la littérature américaine, ce qu'on appelle le mouvement beatnik, les beats, la Beat Generation, de Kerouac sur la route. Alors, ces Américains qui, dans les années 50 et 60, sont complètement dégoûtés par la société de consommation, qui rejettent ce monde capitaliste et qui partent avec un sac à dos, hein, sur ces grands, vous savez, ces routes aux États-Unis qui traversent sur des centaines de kilomètres comme ça, le pays. Alors, de Boris Vian, texte des chansons, 10-18, il y a entre autres Le Déserteur là-dedans. De Jim Morrison, Seigneur et Nouvelle Créature, aussi un précurseur des hippies. Alors, d'Albert Camus, dans les années 50, il ne faut pas oublier, c'est un anarchiste. Il écrit L'Homme révolté. Très bien. Il s'opposait au stalinien style Sartre. De Gilles Châtelet, qui est un mathématicien et philosophe, Vivre et penser comme des porcs. Hein, parce qu'il explique que c'est le type de société dans laquelle on vit. De l'incitation à l'envie et à l'ennui dans les démocraties marchées, chez Gallimard. Très particulier comme bouquin, avec un style très curieux. Alors maintenant, sur le mouvement situationniste, je dirais qu'une des brochures qui se relie à ça, c'est De la misère, très connu, hein, que tout le monde a lu en mai 68, De la misère en milieu étudiant, considérée sous ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels et notamment intellectuels, de quelques moyens pour y remédier. Donc ce sont des étudiants de Strasbourg qui, en 68, c'est déjà vers le mois de mars, je crois, ont publié une brochure très intéressante où ils dénoncent en quoi les étudiants sont aliénés à leur époque par la société. Alors, sur les situationnistes, il y a le petit livre de Laurent Cholet, Utopie incarnée, hein, c'est aux éditions de la Découverte. Alors, construction des situations de Guy Debord, en 1001 nuits. Je vous rappelle que c'est le chantre du situationnisme. Alors là, il y a un beau recueil d'éditions du Champ-Livre concernant tous les numéros de la revue situationniste qui étaient édités par l'Internationale situationniste entre 1958 et 1969. Alors, cet ouvrage, je l'ai déjà montré tout à l'heure, de Raoul Vaneigem, Entre le deuil du monde et la joie de vivre, édité il y a 2 ans chez Gallimard. Voilà, j'espère que certains d'entre vous auront envie de le lire. Alors, du même Vaneigem, Pour l'abolition de la société marchande pour une société vivante. Alors, l'ouvrage qu'elle fait, qui est un best-seller en mai 68, Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, en folio actuel. Du même Raoul Vaneigem, Pour une internationale du genre humain, en folio actuel. Il en a publié bien d'autres. Et de Guy Debord, il y a La société du spectacle et aussi les commentaires sur la société du spectacle. Voilà, alors je crois avoir presque terminé, presque je dis bien. Je vous montre alors l'abécédaire de Gilles Deleuze, qui est un philosophe anarchiste, professeur à Vincennes, aux éditions Montparnasse. Il y a 3 CD dedans.
Il était interviewé par une de ses collaboratrices. Alors, quelques CD, parce que ça fait toujours du bien d'entendre des chansons aussi. Chant anarchiste italien de Pietro Gori. Chanson anarchiste italienne de Caserio au Bombarolo. Alors, là c'est assez comique, de Riton la manivelle, le peuple crie. Alors, je vais vous dire ce qu'on trouve là-dedans comme chanson. On trouve La comme il est en lutte, Le soldat de Marsala, La Carmagnole, Le chant des ouvriers, La complainte de Mandrin, Le déserteur, Le chant des partisans, Quand viendra-t-elle, Le temps des cerises, La semaine sanglante, La butte rouge, Le conscrit de 1810, Elle n'est pas morte la commune, Le chant de Craon, L'affiche rouge, Hasta siempre, ce fameux chant au chant du commandante Che Guevara. Alors là, une compagnie dont je suis les publications qui est très très excellente, la compagnie Joli Môme, le volume Bastaya, c'est elle-même qui publie. Alors ça, ce sont des chants anarchistes, voire communistes actuels, mais communistes libertaires, pas du tout staliniens. C'est très chouette. Alors, Légitime colère aussi, de ce groupe-là, vous trouverez en particulier là-dedans le chant de la Confédération nationale du travail. Alors, de Léo Ferré, ça vous en avez beaucoup ici, donc là, j'en ai apporté un pour la forme, enfin, vous trouvez ça très très facilement, je dirais, chez votre disquaire habituel. Alors voilà, Le Monde libertaire, ça c'est la revue qui est publiée chaque semaine par la Fédération anarchiste. Voilà. Alors il y a 2 librairies à Paris qui vous pouvez trouver toutes les publications libertaires. C'est d'une part la librairie Publico, qui se trouve rue, non je ne sais plus, mais c'est une rue hyper connue, enfin je n'ai plus en tête, je vais de temps en temps. Rue Arnaud, voilà, 145 rue Arnaud. Arnaud, c'est un ministre de 17, si je me souviens pas. Et alors vous avez une autre librairie qui est très bien aussi, qui se trouve rue Voltaire, et qui s'intitule la librairie Quilombo. Alors là, ce n'est pas la Fédération anarchiste, ce sont les autres groupes anarchistes. Vous avez entre autres l'Organisation communiste libertaire, No Pasaran, etc. Alors, enfin, un numéro spécial édité par le PAC, c'est-à-dire Présence et Action culturelle, qui est l'association culturelle du Parti socialiste, avec des collections, des documents qui viennent des collections du Mundaneum à Mons, et qui ont été présentés à l'occasion d'une exposition à l'ULB, il y a quelques années. L'anarchisme à la une. Alors, à l'intérieur de ce livre, vous avez la biographie de tous les grands personnages théoriciens dont je vous ai parlé, et vous avez à l'arrière, alors, la fameuse chanson de Léo Ferré, qui avait dit que j'essaierais de vous en toucher un petit mot. Alors, cette chanson qui commence, donc, il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent, la plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Il faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes, ils ont tout amassé, des peignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore, ils ont le cœur devant, le rêve en mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées, etc. etc. C'est un très beau chant, en tout cas, Léo Ferré. Alors ça, je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer, par contre, un personnage de bande dessinée dans lesquels les anarchistes se reconnaissent souvent, c'est Corto Maltese. Alors aussi, j'ai apporté un ouvrage publié chez Casterman, qui explique l'œuvre d'Hugo Pratt. C'est Hugo Pratt, voilà.